Merci beaucoup d'être venu pour cet atelier. Je suis conscient que c'est le dernier atelier de la journée, donc j'imagine que votre attention a sans doute baissé un petit peu tout au long de la journée. On va essayer de pas mettre trop de chiffres ou de choses lourdes, et plutôt essayer d'être efficace dans un problème opérationnel. On va vous présenter en fait 2 travaux qu'on a menés indépendamment, qui ont donné lieu à 2 articles scientifiques. On est tous les deux plutôt liés à l'académique, même si toi tu travailles chez Sénat. Et on va vous parler de comment améliorer un modèle de machine learning par la personnalisation. Alors on va voir un peu ce que ça veut dire. L'idée, c'est de dire que souvent, quand on utilise un modèle de machine learning pour traiter une problématique, si le modèle est trop simple et si on veut plus de performance, on va utiliser un modèle plus complexe. Si on utilise un arbre carte et que ça marche pas assez bien, on utilise Random Forest. Si Random Forest marche pas assez bien, on passe à XGBoost, puis réseau de neurones, etc. Nous, ce qu'on va voir dans cet atelier, c'est qu'en fait, complexifier le modèle, c'est pas forcément utile. On peut déjà peut-être regarder la problématique sous un angle différent ou modifier certaines choses comme la fonction de perte, enrichir les données, des choses comme ça. Donc pour parler de tout ça, le sommaire est assez simple. On va prendre un cas d'usage, une application très concrète actuarielle qui va être la modélisation du risque de rachat en épargne. Et on va regarder quels résultats on peut obtenir sur la modélisation du risque de rachat avec un modèle naïf, très simple, puis comment on peut améliorer ce modèle en modifiant la fonction de perte, puis comment on peut encore améliorer ce modèle en ajoutant à chaque fois des couches successives sur notre modèle. Donc pour commencer, on va parler du problème de base, qui va être le fil rouge de la présentation, et je vais te laisser parler, Pierrick. Merci Mathias. Donc du coup, là, nos 2 articles vont s'intéresser vraiment au risque de rachat dans l'assurance vie. Donc le risque de rachat dans l'assurance vie, c'est un des risques majeurs qu'on peut avoir pour une compagnie d'assurance vie en épargne, notamment puisque ce sont les futurs profits qu'on risque de perdre, puisque quand une personne rachète son contrat, la personne arrête son contrat d'assurance avec l'assureur, et donc l'assureur ne peut plus avoir de profitabilité sur ce contrat-là. Ça a aussi un impact un peu plus complexe avec tout ce qui est stratégie ALM. En fonction des assurances vie, on va mettre en place des stratégies ALM sur une certaine duration, et s'il y a trop de rachats, une augmentation de rachats, on va devoir sortir de la liquidité, et sortir de la liquidité quand ce n'est pas forcément prévu, ça peut coûter un peu d'argent. Et là-dessus, quand j'ai commencé à m'intéresser au risque de rachat, j'ai fait un parallèle assez rapidement avec le risque de churn qu'il y a en marketing quantitatif. Si on décrit le rachat, en fait, le rachat, c'est un assuré qui va mettre fin à son contrat d'assurance vie avec la compagnie d'assurance. Le churn, quand on parle de marketing, le churn, c'est le client, pas forcément un assuré, un client, qui va mettre fin à son contrat avec la compagnie. Et la compagnie, ça peut être n'importe quelle entreprise. Le risque de churn, c'est fortement regardé, par exemple, dans la littérature sur tout ce qui est télécom. Alors, en risque de rachat, quand j'ai commencé à m'intéresser là-dessus, il y avait déjà plusieurs modèles qui avaient été utilisés, notamment du GLM, du CART ou des GLM mixtes par Xavier Millot. Et plus récemment, on a commencé à mettre en place des détections de rachat aussi par des modèles plus machine learning, donc comme du boosting ou des random forest. Et tous ces papiers-là, à chaque fois qu'on s'intéresse à cette problématique, on s'intéresse vraiment à détecter les assurés qui vont racheter. Alors ça peut paraître intuitif là maintenant, mais on va montrer que ce n'est pas forcément ce qu'on veut tout le temps faire. On ne veut pas tout le temps détecter forcément les assurés qui vont racheter, et que la problématique peut être un peu plus subtile que ça. Et si la problématique est plus subtile, il faut être un peu plus subtil aussi dans les modèles qu'on utilise. Si on fait un parallèle avec pour la prédiction en churn, en fait, sur la littérature de marketing quantitatif, pour la détection de churn, vous allez aussi avoir du GLM, du CART, mais vous allez avoir depuis déjà un peu plus longtemps, depuis les années 2005-2010, du SVM, du bagging, du boosting, même des réseaux de neurones. Et le but en marketing, c'est évidemment détecter le churn qui va churner, mais aussi mettre en place des stratégies de rétention proactive. Et c'est justement sur ça qu'on va regarder. Alors, sur la première partie, ça a été fait sur une base de données taïwanaise.
on a eu accès à une base de données de Taïwan, environ 600 000 polices, qu'on a observé sur une durée d'environ 13 ans, avec pas mal de covariables. Là, ici, ce n'est pas forcément de vous donner quelle covariable avait le plus d'importance, mais c'est plutôt pour vous montrer l'importance des fonctions de perte dans l'objectif qu'on a envie de faire. Alors, pour savoir quelle performance a le modèle, c'est qu'on va diviser notre base de données en 10 sous-bases, et à chaque fois, on va utiliser une des sous-bases pour l'entraînement et le 9/10 pour la prédiction. Donc c'est un peu comme la cross-validation, c'est juste qu'en cross-validation, on aurait pris 9/10 pour entraîner et 1/10 pour prédire, mais ça revient à peu près à la même. Et après, on va mettre une mesure de validation pour définir la performance du modèle. Et là, la mesure de validation, ça va être justement toute la question, quelle mesure de validation j'ai envie de mettre suivant la problématique que j'ai envie de regarder. Et ensuite, avec la mesure de validation, je vais pouvoir comparer chacun des modèles. Alors, là, on est sur est-ce que la personne va racheter ou va pas racheter. Donc finalement, c'est une classification binaire. Donc on va avoir des vrais positifs, des vrais négatifs, des faux positifs, faux négatifs. Et on va pouvoir avoir une matrice de confusion. Et il y a à partir de cette matrice de confusion-là, il y a beaucoup de mesures statistiques qui peuvent être définies. Nous, on va regarder l'accuracy dans un premier temps. Donc l'accuracy, c'est simplement 1 moins l'erreur de classification. Alors ce n'est pas forcément la meilleure mesure statistique, mais en tout cas, c'est une des statistiques qui est le plus regardée aussi quand on fait un modèle de classification. Et opérationnellement, c'est ce qui est fait assez souvent, naïvement, et tout le but de la présentation là, c'est aussi de voir comment on peut aller au-delà de ce modèle naïf a priori. On est au courant que c'est naïf. Exactement. Et donc, sans plus attendre les résultats, mais les résultats qui nous intéressent pas forcément beaucoup, c'est l'ordonnancement entre les différents modèles en fonction de l'accuracy. Donc là, on a vu qu'à chaque fois, on le fait 10 fois. Si on a 10 points de mesure de validation sur nos modèles, donc on peut faire un boxplot pour regarder un petit peu comment ça se passe. Alors, on a la régression logistique qui est la moins bonne, en quelque sorte. Le CART qui a une meilleure accuracy, mais on voit qu'il est un peu plus sensible à des questions de variance, et c'est quelque chose qui est vraiment bien connu pour le CART. Le SVM qui est encore un peu meilleur, et tout en haut, vous avez l'XGBoost. Alors, ça, finalement, si vous regardez l'ordonnée, finalement, vous voyez l'accuracy, on est entre 77% et 79%, même un peu moins de 79%. Donc, on pourrait se dire, OK, on est passé d'une régression logistique à un XGBoost pour moins de 2%, mais opérationnellement, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est beaucoup d'argent? Est-ce que c'est pas beaucoup d'argent? Qu'est-ce que ça représente ces 2%-là? À la limite, si vous présentez ça sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière, quitte à avoir un modèle pour 2% de plus, autant rester sur de la régression logistique qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus robuste à suivre dans le temps. Mais en fait, tous les contrats ne se valent pas. Là, dans cette accuracy-là, c'est tous les contrats, une mauvaise classification, c'est une mauvaise classification. Mais il y a certains contrats mal classifiés, un contrat d'assurance vie qui vaut 1 million d'euros en capital, ou mal classifié, un contrat d'assurance vie qui vaut 1000 euros, ce n'est pas exactement la même erreur. Et puis, plus encore, ce n'est pas exactement la même erreur de faire un faux positif et un faux négatif. Ça, c'est peut-être une des plus vieilles mesures de risque que l'être humain a pu avoir. Au début, on n'était pas vraiment en haut de la chaîne alimentaire, on était plutôt en bas. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une détection de prédateurs. On va savoir est-ce qu'il y a un prédateur à côté de moi ou pas. Donc là, on a 4 possibilités sur ce machine learning qui est interne, biologique, de savoir est-ce qu'il y a un prédateur. Donc s'il y en a un prédateur à côté et qu'en vrai, il y a vraiment un prédateur à côté, c'est bien, ça a bien fonctionné. Maintenant, il ne reste plus qu'à courir et c'est celui qui court le plus vite qui reste en vie. S'il n'y a pas de prédateur et qu'on dit qu'il n'y a pas de prédateur, là, tout va bien. Si on infère qu'il y a un prédateur et qu'il n'y a pas de prédateur,
Là, on se retourne, on a eu un peu peur, on a sursauté, on a une petite goutte de sueur, mais finalement, on reste en vie. Mais si, au contraire, et là, on est en bas à gauche, si on infère qu'il n'y a pas de prédateur, donc si notre instinct nous dit qu'il n'y a pas de prédateur et qu'en fait, il y en a un, bah là, c'est game over pour vous, et c'est game over pour vos gènes. Donc ça veut dire que vous ne survivez pas, et donc c'est un peu l'esprit darwinisme. Donc ça se retrouve encore aujourd'hui, même nous, encore de nos gènes, cette mesure de risque, on a plus tendance à faire des faux positifs, puisque les faux positifs, ça ne coûte pas grand-chose, mais des faux négatifs, ça vous coûte la vie. Et donc, si vous avez on a tous eu déjà l'impression d'avoir quelqu'un qui nous regarde, en fait, ça vient un peu de cette mesure de risque. Je pourrais citer la chanson de Rockwell en 83, Somebody is watching me. Ça vient un peu de ça. Alors, on revient à des choses un peu plus mathématiques, un peu plus actuarielles. Là, cette fois-ci, on va regarder en fait la profitabilité du point de vue de l'assureur. Pour regarder la profitabilité, on va regarder la Customer Lifetime Value. Donc, la Customer Lifetime Value, en fait, c'est la somme des flux futurs que le contrat va apporter à l'assureur actualisé. Alors, on va se donner un horizon de temps. Donc là, on va faire beaucoup de simplifications. Donc, on va se donner un horizon de temps de T sur 12 ans. On va avoir un vecteur de rétention. Donc, le vecteur de rétention va pouvoir avoir, pour l'instant, deux valeurs, soit RST, donc c'est-à-dire que quelqu'un ne va pas racheter dans les 12 ans, ou RLapse, c'est les gens qui vont racheter. Et ensuite, on a un taux de profitabilité. Pour simplifier, ici, on n'avait pas forcément toutes les données pour pouvoir calculer le taux de profitabilité de chaque contrat. On va supposer que tous les contrats ont le même taux de profitabilité. Par contre, on a le capital sous risque. Donc ça, on va le garder. On va supposer qu'il n'évolue pas dans le temps, mais par contre, on va le garder vraiment spécifique à chaque contrat. Et donc, finalement, on va pouvoir avoir la Customer Lifetime Value sur chaque contrat. Et ce qu'on va supposer, de la même façon que ce que fait le marketing quantitatif, c'est qu'on va supposer que notre modèle de détection de rachat va être utilisé pour faire une gestion proactive de rétention des assurés. Et donc pour cette gestion proactive de rétention, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque assuré, qui va être détecté comme racheteur, on va lui proposer une incentive delta avec un coût de contact C. Donc on va devoir contacter l'assuré, donc ça peut être par mail, ça peut être par téléphone, ça peut être le faire venir dans un bureau, donc ça c'est le coût de contact. On va lui offrir une incentive delta qui va venir impacter la profitabilité future. Et cette incentive va être acceptée avec une probabilité gamma si l'assuré allait racheter. Donc il hésite, mais il va dire ok, je le prends avec une probabilité gamma. Si l'assuré n'allait pas racheter, il va accepter juste l'incentive. Si on lui dit ton contrat coûte moins cher, il accepte tout le temps. Qui refuserait d'avoir une remise alors qu'on n'avait rien demandé? C'est pas mal. Et si la personne qui allait racheter accepte l'incentive, alors on va supposer que son vecteur de rétention il va passer de RLapse à RStay. Et donc finalement, le gain de la stratégie de rétention, on va avoir le gain de tous ceux qui allaient racheter et qui ont accepté l'incentive. Donc dans ce cas-là, on va avoir le gamma fois la nouvelle Customer Lifetime Value. Donc là, vous voyez que la profitabilité, c'est P moins delta, moins l'incentive, mais sur une durée de temps de RC, moins la Customer Lifetime Value qu'on aurait eu si on n'avait rien fait, donc c'est-à-dire la profitabilité P, mais sur le temps de RLapse. Après, donc, on a cette partie-là, mais on a aussi tout ce qui est faux positif. Donc, toutes les personnes pour qui on a dit « Ok, on t'offre une incentive, mais de toute façon, ils n'allaient pas bouger. » Et ces gens-là, en fait, on va juste perdre l'incentive delta sur le temps RST. Et on a aussi à tous ceux qu'on a donc à chaque fois les faux positifs et les vrais positifs. Ceux-là, on les a tous contactés avec un coup C. Et donc finalement, notre mesure de validation de l'algorithme, ça va être cette stratégie de rétention. Si je peux me permettre, si je comprends bien du coup là, cette formule en bleu, tout ce que ça veut dire, c'est
Si c'est positif, c'est un gain pour l'assureur. C'est ce que va générer le fait d'avoir proposé un incentive à tous les assurés. Il va sans doute l'assureur perdre un peu d'argent sur certains et en gagner sur d'autres. Si c'est négatif, ça veut dire que la stratégie de rétention, c'était une perte pour l'assureur. Exactement. Donc c'est vraiment le gain du résultat pour l'assureur. Alors ça, c'est pour vous rappeler l'accuracy de chaque modèle. Et quand on regarde cette fois-ci par rapport au gain de rétention, c'est plus du tout la même histoire. Cette fois-ci, la régression logistique est le meilleur modèle, même devant le XGBoost. Ça, puisque en fait, c'est plus l'accuracy qui drive complètement, ça drive en partie, mais il y a surtout les faux positifs qui vont venir driver le résultat. Alors, ça, c'est normal, puisque de toute façon, nos modèles, pour l'instant, ils ont été calibrés pour optimiser l'accuracy. Sauf que cette fois-ci, on n'a plus envie forcément d'optimiser l'accuracy, on a envie d'optimiser notre gain de rétention. Et donc, on va changer l'intérieur de nos modèles. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec l'XGBoost. C'est vraiment de faire la différence entre les personnes qui sont à risque de racheter et la population sur laquelle on a envie de proposer l'incentive. Et ces deux populations, ce ne sont pas les mêmes populations. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'essayer de faire une classification binaire classique, c'est qu'on a d'abord essayé sur notre base d'entraînement, à chaque fois, on a fait qu'est-ce qui serait passé si on avait offert l'incentive à l'individu I. S'il n'allait pas racheter, je perds moins le CLV, enfin le delta et les coûts de contact. Et s'il allait racheter, j'ai gagné avec une probabilité gamma la différence, moins le coût de contact à chaque fois. Et cette fois-ci, avec l'XGBoost, on ne va pas essayer de faire qu'une classification tout de suite. On ne va pas utiliser la fonction de paire de classification, mais là, on va faire une régression sur le gain de chaque assuré. Ce qu'on va essayer de savoir, c'est pour l'assuré I, on va essayer de modéliser combien on va gagner à lui proposer l'incentive. Et donc, c'est cette nouvelle variable, et cette variable-là, on va le faire avec une régression en erreur quadratique. Et à la fin, on offrira l'incentive delta à tous ceux pour lesquels la prédiction du gain d'offrir l'incentive est positive. Et là, cette fois-ci, donc vous avez à gauche les 4 premiers modèles qui sont faits pour de la classification binaire. Vous avez le XGBR1 qui est fait pour en fait optimiser le gain de rétention. Et là, on voit bien qu'il y a vraiment un gros changement. Le gain de rétention est beaucoup plus fort quand on met bien en place la bonne fonction de perte. Il est plus fort et puis vous voyez, c'est aussi la variance est beaucoup plus faible. On est toujours à peu près au même endroit alors que les autres, suivant les bases de données, on gagne plus ou moins d'argent. Et par contre, évidemment, ce dernier modèle, si on le regarde par rapport à l'accuracy, il n'est pas très bon par rapport à l'accuracy, mais c'est normal puisqu'on ne lui demande plus d'être bon par rapport à l'accuracy. Donc là, ce qu'il faut vraiment voir, c'est l'importance de la fonction de perte ou de ce qu'on est vraiment en train de faire avec le modèle de machine learning versus comment ce modèle va être utilisé et quelle va être ma mesure de validation. Donc il faut vraiment regarder d'un point de vue opérationnel la différence entre j'essaye de modéliser le rachat et comment ce modèle-là va être utilisé et comment finalement, à la fin des fins, comment ce modèle-là va être regardé du point de vue de l'assureur, c'est-à-dire ici le gain de rétention. Je te laisse la parole. Ça reprend pour moi. Du coup, on voit dans ces modèles que là, l'amélioration qui est faite entre le modèle naïf et le modèle un peu plus éclairé, c'est que en fait, on change l'angle sous lequel on regarde le problème. Au lieu de vouloir être précis sur « je sais prédire très bien qui va racheter, qui va pas racheter », on regarde plutôt « est-ce que ça vaut le coup de proposer une offre incitative à cette personne ou pas ?» Donc potentiellement, il va y avoir toutes les personnes qui ne comptaient pas racheter, ce sera des mauvaises cibles, entre guillemets. Même avec ce modèle amélioré, on ne voudra pas les cibler. Par contre, parmi les gens qui comptaient racheter, il y a des rachetants qu'on ne veut pas garder, en fait. C'est ça qu'il faut regarder. Du coup, on voit que là, dans cette première amélioration du modèle, donc ouais, c'est ce que je disais, on est sur un changement d'angle du problème. Maintenant, on va voir comment améliorer encore ce modèle, plus en changeant l'angle, mais plutôt en regardant si on ne peut pas préciser un petit peu plus ce qu'on fait à l'intérieur du modèle. Là, dans ce qui vient de vous être décrit,
voilà ce qui se passe. On a parlé de probabilité de rétention pour chaque assuré, c'est ce qui rentre en compte dans la CLV, la valeur client. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a fait les hypothèses suivantes. Tous les assurés ont une probabilité, tous les assurés qui ont un profil de risque rachetant ont une probabilité de racheter dans le temps qui est décrite par Airlaps, que vous voyez sur la première ligne. Plus on avance dans le temps, moins il y a d'assurés qui vont rester. Et par contre, on part du principe que tous les assurés qui ont un profil non rachetant vont rester pendant les 12 ans dans le portefeuille. La première amélioration qu'on peut peut-être tenter sur ce modèle, enfin, en tout cas les premières pistes d'extension auxquelles on peut penser, c'est que ici tout le monde a le même profil de risque, c'est-à-dire que tous les rachetants ont exactement la même trajectoire de probabilité de rétention dans le temps. En réalité, c'est quelque chose sur lequel on a des données pour préciser ça. On aimerait peut-être une trajectoire individuelle par assuré qui nous donne sa probabilité de racheter en fonction de ses caractéristiques propres. Et ensuite, la deuxième chose qu'on peut voir, c'est que ici, et il y a sans doute, il y a des raisons dans les données évidemment à ça, mais on ne prend pas en compte le risque de décès. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne compte pas racheter, il n'a pas une probabilité de rétention égale à 100%, il peut sortir du portefeuille, puisque le décès de l'assuré entraîne évidemment la fin de la police d'assurance. Donc c'est déjà 2 points sur lesquels on peut jouer. On aimerait plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Par exemple, ça, ce serait notre nouveau AirStay, et on voit qu'on n'a plus une ligne pour AirStay, mais on a une ligne par assuré, et avec sur chaque ligne, on voit toutes les colonnes nous donnent les probabilités de rétention en fonction des années. Et ce qu'on peut voir d'ailleurs, c'est que si on trace cette trajectoire de survie, de profil de survie pour plusieurs assurés différents, on voit qu'effectivement il y a une diversité qui existe de profils d'assurés en fonction de leurs caractéristiques. Donc on va essayer d'exploiter cette richesse. Donc comme je le disais, hein, c'est un petit résumé ici, on doit prendre le risque de décès en compte. En tout cas, si on peut le faire, c'est mieux de le faire. Puisque on est dans ce qu'on appelle un contexte de risque compétitif. C'est-à-dire qu'il y a 2 risques, le risque de décès et le risque de rachat. Si l'un survient, l'autre ne peut pas survenir. Enfin, on ne va pas pouvoir l'observer en portefeuille. Je vais passer sur les détails mathématiques de comment on prend en compte cet aspect de risque compétitif, et on va plutôt passer à l'application concrète. Donc bien sûr, on utilise des données qui sont réelles ici, donc j'ai anonymisé et modifié certaines des données, mais les conclusions restent les mêmes. Donc ici, pour cette extension des modèles dont on a déjà parlé, on est sur un portefeuille d'épargne en France. On a un peu plus de 20 ans d'historique, et on est sur 250 polices d'assurance. On avait également beaucoup de variables. Donc on voit bien dans ces modélisations que ça se passe en 2 temps. D'abord, ce qu'on décide de faire là, c'est de préciser la façon dont on capte le profil de la probabilité de rétention d'un assuré dans le portefeuille. Ensuite, une fois qu'on a ça, on le met dans la CLV, on fait tourner nos modèles avec la CLV qui est dans la fonction de perte, et nos modèles tournent. Donc là, on est vraiment sur la première étape. Cette première étape pour modéliser la rétention, la probabilité de rétention, pour cette première étape, on va utiliser 3 modèles. On va comparer un modèle paramétrique classique, le modèle de Cox. Je pense que c'est un modèle que vous avez déjà croisé, je pense. Et 2 modèles de machine learning, Random Survival Forest et du Gradient Boosting Survival Model. C'est les équivalents des Random Forest et de XGBoost, grosso modo, dans un contexte d'analyse de survie, avec des données censurées. Peu importe les détails, on peut comparer en tout cas les résultats de ces modèles une fois qu'on les calibre bien sur nos données. Donc ces modèles nous donnent, ce qu'on voit à droite, différents profils de risque pour différents assurés. Ce qu'on va retrouver sur la première ligne, ça va être les résultats pour Cox, la deuxième c'est Random Survival Forest, et la troisième c'est GBSM. Si on regarde le détail des variables qui sont importantes pour déterminer ces profils de survie, on voit que les 3 modèles discriminent à peu près sur les mêmes variables. Par contre, si on compare ces modèles avec une métrique pour les comparer, donc on a choisi la métrique qui est Concordance Index, peut-être pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent de l'AUC, mais pour de l'analyse de survie. On voit que
les trois modèles, quand on compare les trois modèles, gradient boosting performe mieux, que ce soit pour estimer les probabilités de rétention pour les assurés qui sont rachetants ou pour ceux qui ne le sont pas. Et on peut aussi conclure que ce soit random forest ou gradient boosting, les modèles non paramétriques, donc les modèles de machine learning, ont des résultats qui sont meilleurs que le modèle paramétrique, le modèle de Cox qui est sur la première ligne. En tout cas, une fois qu'on a modélisé nos probabilités de rétention, on a une probabilité de rétention pour tous les assurés qu'on estime rachetants, on a une probabilité de rétention pour tous les assurés qu'on estime non rachetants, on inclut ça dans notre CLV, on inclut ça dans notre nouvelle variable cible qui est dans notre fonction de perte, et on refait tourner exactement les mêmes modèles de la même façon. Et on voit qu'en fonction des stratégies de rétention qu'on aimerait tester, on peut avoir des résultats différents. Alors, sur ce graphique, on va plutôt regarder le graphique du haut, qui va comparer les gains en rétention qu'on obtient si on utilise un modèle naïf, donc non amélioré avec cette extension, et à droite, les modèles qui tiennent compte de ces extensions-là. On voit sur un... Donc là, on est dans le cas réaliste, classique, où on propose à l'algorithme une stratégie de rétention réaliste, donc basée sur des campagnes de rétention qui ont été vraiment menées chez des assureurs. Et on voit que les graphiques de droite, quand on regarde, enfin, les trois boxplots à droite sur le graphique qui est en haut, donc qui nous donne les retention gains en fonction du modèle qu'on teste, et ben les trois boxplots de droite sont plus hauts que les trois boxplots de gauche. Ce qui veut dire que les résultats avec le modèle amélioré sont supérieurs aux résultats avec le modèle naïf. Effectivement, on a les mêmes conclusions que ce que Pierrick a présenté précédemment. Si on regarde le graphique en bas à gauche, donc en termes d'accuracy, là c'est pas le cas. Mais c'est normal, nos modèles améliorés ne cherchent pas à optimiser l'accuracy. C'est tout ce qu'on cherche à démontrer. On peut noter aussi, ça a une importance moindre, mais ça peut être intéressant pour un assureur. On peut noter aussi, donc c'est le graphique en bas à droite, que si on ne regarde pas le gain en rétention, mais le gain en rétention divisé par le nombre de personnes qu'on a ciblées, alors on voit que là, les gains sont encore meilleurs. On cible moins de personnes, mais on cible des personnes pour lesquelles ça vaut le coup de tenter une politique de rétention. Je voulais vous montrer aussi d'autres cas qu'on a pu observer. On peut se demander aussi qu'est-ce qui se passe si on essaye une stratégie de rétention qui est ouvertement mauvaise. C'est-à-dire si on propose un incentive extrêmement grand, qui sera sans doute accepté avec une énorme probabilité. Tous ceux qui comptent pas racheter vont accepter cette offre incroyable, et tous ceux qui comptent racheter vont sans doute l'accepter aussi, mais l'assureur va perdre beaucoup d'argent. Et ben on voit que dans ce cas-là, un modèle naïf n'est pas capable. Le modèle naïf va juste chercher qui va résilier, qui va pas résilier, proposer l'offre incitative à tous ceux qui vont résilier. Ça va générer une énorme perte. C'est ce qu'on voit sur les trois boxplots de gauche du graphe d'en haut. Par contre, le modèle amélioré, si on lui demande ça vaut le coup de cibler quel type d'assuré avec cette stratégie de rétention qui est mauvaise, bah, le modèle va capter assez rapidement que ça ne vaut pas le coup de cibler personne. Enfin, il faut cibler personne. Et donc on voit qu'on a notamment avec XGBoost, donc tout en haut à droite vraiment, voilà, le modèle décide de cibler personne, ça génère pas de gain, mais ça génère pas de perte au moins. Donc ça voilà, c'est une propriété qu'a ce genre de modèle et qui existe que si on modifie le modèle comme on l'a précisé. Le modèle naïf n'a pas ce genre de propriété. Et enfin, je voulais montrer un dernier cas, mais là je le passe assez rapidement. On peut aussi avoir des stratégies de rétention pour lesquelles un modèle naïf générerait des pertes, c'est-à-dire que on va cibler plein de gens et au final ça fera des pertes pour l'assureur. Et l'extension de notre modèle permet de transformer un modèle qui aurait généré une perte en un modèle qui va générer du gain, au contraire. Le fait d'utiliser la CLV et de cibler très précisément, on voit d'ailleurs sur le graphe en bas à droite que au niveau de, si on regarde le gain en rétention par personne ciblée, on est vraiment au-dessus. Voilà, on peut transformer ce qui aurait été une perte en un gain pour l'assureur. Je passe rapidement là-dessus aussi, mais en tout cas, si en termes de chiffres,
sur des stratégies de rétention qui sont réalistes, ce genre de modèle permet un gain d'environ 30% pour l'assureur avec les données sur lesquelles ça a été utilisé, mais qui sont des données réelles, je le rappelle. De plus, donc ça c'est un résultat qu'on a, voilà, c'est du résultat chiffré on va dire, mais ce genre de modèle permet aussi d'apporter de la richesse informationnelle pour l'assureur. C'est-à-dire que aussi on va pouvoir regarder, ah oui, donc mon modèle arrive à discriminer parmi les profils de rachetants, lesquels ça vaut pas le coup de cibler. Bah, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette population? Peut-être que ça peut être intéressant d'analyser ça. Étant donné qu'on a les courbes de survie de manière individuelle pour tout le monde, on peut aller voir au niveau individuel ce qui se passe. Et on peut aussi se poser des questions, enfin ça peut répondre à des questions très opérationnelles pour l'assureur, comme j'ai un budget de temps à allouer pour la rétention, comment je l'utilise de la manière la plus optimisée pour cibler qui je dois cibler pour le mieux utiliser mon budget, quoi. Puis après d'autres, ça répond aussi à d'autres questions comme à partir de quelle probabilité d'acceptation de l'offre incitative ma stratégie devient intéressante, devient profitable, ou à partir de quel horizon temporel mon retour sur investissement est positif. Ça peut répondre à des questions comme ça. Donc voilà le genre de sortie que ce modèle peut apporter. En plus d'être une amélioration du modèle naïf, ça donne des idées, de la connaissance du portefeuille que n'apportait pas le modèle naïf. Ok, donc ça c'était pour une nouvelle extension du modèle. On a pris en compte les risques compétitifs, donc le risque de décès, et on a individualisé l'analyse de survie, la probabilité de rétention de tous les assurés. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, et ça c'est du travail en cours et du futur travail, ce qu'on peut faire aussi, c'est souvent les actuaires et les assureurs, en tout cas, sont en possession de ce qu'on appelle des données longitudinales. En plus d'avoir une photo des données de son portefeuille à un instant T, on est souvent en possession de comment était le contrat vu il y a 1 an, vu il y a 2 ans, vu il y a 3 ans, et quelle est toute l'évolution du contrat. Si on regarde, la plupart des modèles qu'on utilise, ce sont des modèles qui ne tirent pas parti de ces données longitudinales, de cet historique des données. Et si on imagine que 2 assurés ont exactement les mêmes données au même moment, c'est-à-dire au moment où on fait l'étude, on va prédire le même gain pour eux ou la même probabilité d'être une bonne cible pour une politique de rétention. Ce qui en fait peut être très faux. Peut-être qu'il y en a un qui a déjà fait des rachats partiels pendant des années et qui a 2 doigts de racheter, et l'autre au contraire qui fait que faire des paiements. Enfin, on peut imaginer des profils très très différents dans le passé et qui donneront pourtant lieu à la même prédiction. Pour prendre ça en compte dans nos modèles, on est capable de le faire. Il faut utiliser des modèles qui sont capables d'intégrer des données longitudinales. Et ça, c'est un travail en cours. Et en tout cas, on voulait le mentionner pour dire que c'est quelque chose aussi auquel il faut penser si on est en possession de ces données. Voilà, ça existe et ça peut améliorer fortement les modèles. Donc je vais peut-être te laisser sur les dernières slides. Une petite conclusion rapide. Donc c'était pour vous remontrer sur une slide vraiment le cheminement de nos pensées qu'on a fait. Donc on est vraiment reparti des modèles dits naïfs, c'est-à-dire les modèles classiques. On a une accuracy à optimiser. C'était là où était la littérature finalement actuarielle sur les rachats. Et après, on a commencé à se dire, bon, en fait, ce modèle, comment il va être utilisé? Et donc, la fonction de validation des modèles pour choisir quel modèle je vais utiliser, bah, ce n'est pas forcément l'accuracy ou l'AUC, enfin, pas forcément une mesure statistique, mais une mesure économique. Ensuite, une fois qu'on a vu cette fonction de validation, bah, on va la transposer sur la fonction de perte du modèle. Et après, une fois qu'on a cette fonction de perte-là, c'est comment on arrive à encore plus individualiser pour être au plus proche des vrais risques qui sont en jeu. Et donc, pour comment vraiment optimiser la fonction de perte sur chaque individu avec les caractéristiques et aussi des données longitudinales. Et évidemment, il y a toujours des next steps. On ne s'arrêtera pas là. Et il y a plein de nouveaux travaux à continuer. Et vraiment, en termes opérationnels, ce qu'il faut retenir aussi en tant qu'actuaire, on a une formation assez stat finalement à la base, où on est très très bon pour dire, voilà, tu as un problème de stats, tu as cette accuracy, c'est à toi d'optimiser, d'aller créer le modèle
qui permet de vraiment d'optimiser ça, de détecter qui va racheter. Donc ça, on sait très bien le faire, mais souvent, en tant qu'actuaire, on oublie aussi un petit peu, mais du coup, mon modèle, il va servir à quoi? Et pour bien savoir ça, il faut aller voir pas mal les autres équipes, l'équipe commerciale, l'équipe finance, et être en tant qu'actuaire, d'être au centre de l'assurance et d'aller discuter avec les différentes équipes pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de notre modèle. Et en comprenant tous les tenants et les aboutissants de notre modèle, bah, ça nous permet de comprendre quelle est la mesure de validation qu'il faut mettre et quelle est la mesure de perte qu'il faut mettre. Et donc là, pour notre stratégie de rétention, c'est vraiment de se focaliser sur comment va être utilisé le modèle de détection. Si c'est pour une stratégie de rétention, je ne vais pas optimiser pareil mon modèle que si c'était par exemple juste pour projeter les flux en ALM. Et bon, il y a quelques limites. Donc là, aujourd'hui, on fait des stratégies uniques, figées pour tous les individus. Évidemment, il faudrait calculer l'élasticité des prix de chaque individu. Pareil, les paramètres gamma et delta, si on offre une incentive un peu plus forte, bah, il y a une grande chance que la probabilité d'accepter soit plus forte. Donc il y a plein de choses encore qui vient en plus sur l'économie expérimentale qu'on n'a pas mis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment se focaliser sur l'importance des données utilisées et de la fonction de perte, des fonctions de validation. Il y a tout un côté économie expérimentale qu'il faudrait réintégrer dans ces analyses pour aller au bout du problème et pour vraiment optimiser au maximum des stratégies de rétention pour un assureur. Et on vous remercie grandement pour votre attention et on est Merci à tous. Disponible pour toutes vos questions. Avec plaisir. Alors, comme vous voulez, oui. Alors, dans les modèles les plus étendus, on va dire, en fait, il y a deux modèles. Il y a un modèle qui analyse la probabilité de rétention, probabilité de survie, que ce soit pour des personnes qui sont uniquement à risque pour le décès, des personnes non rachetantes, ou les personnes qui sont à risque pour le décès et le rachat, des profils de rachetants. Là, il y a des variables explicatives intéressantes. Est-ce que vous parlez de celle-ci ou alors de celle pour le modèle de la deuxième étape Okay. Alors pour la première étape, tu m'arrêtes si tu as trouvé des choses différentes dans tes données à toi. Dans la première étape, si on regarde en fait, on s'y attend, il n'y a pas de surprise. Quand on regarde les personnes qui sont uniquement à risque pour le décès, les variables très explicatives, ça va être l'âge et le sexe, typiquement. Et quand on regarde les personnes qui sont à risque pour le rachat et le décès, l'âge et le sexe, évidemment, restent importantes puisqu'il y a du décès dans le rachat et le décès. Mais il va y avoir aussi l'encours, qui là est une donnée qui peut être longitudinale, c'est un flux financier qui peut évoluer dans le temps. L'encours, et moi de mon côté, j'ai constaté aussi le montant des rachats partiels passés. Voilà. Par contre, il n'y a pas de corrélation par rapport au niveau des taux sur le marché Alors, dans mon travail, ça a été une variable explicative, et il se trouve que pour ce qui est de survie, avec les données que j'ai, ça n'était pas une variable explicative. Elle est inclue dans le modèle, mais elle a un très faible pouvoir explicatif. Merci. Vous avez traité du rachat total, du coup. Comment on pourrait l'adapter pour le rachat partiel? Est-ce que on pourrait transformer la problématique et traiter ça en mettant un pourcentage peut-être ou des choses comme ça? Du coup, j'imagine qu'il faudrait regarder quel est l'intérêt de l'assureur à limiter les rachats partiels, parce que j'imagine qu'il peut y avoir aussi un effet de... Si l'assureur empêche un peu les rachats partiels et a une action auprès de l'assuré, peut-être que ça va refroidir l'assuré et que ça va avoir un effet inverse peut-être. J'imagine que l'analyse de survie peut s'adapter sans problème. Le rachat partiel, c'est un événement aussi, c'est juste un autre événement. Donc, au lieu d'avoir une variable qui prend la valeur 1 quand il y a un rachat total et 0 sinon, bah là, ce serait 1 pour chaque rachat partiel. Faut imaginer là, pour le coup, que ce ne serait pas un événement qui met fin à l'observation de l'assuré. Il pourrait y avoir plusieurs événements dans la même vie d'un contrat. Donc, c'est des choses qui se font. Après, pour ce qui est de
créer un modèle pour maximiser un gain pour l'assureur, je vois pas quelle application il pourrait y avoir, mais il y en a sans doute, mais là je le vois pas comme ça. En parlant de montant peut-être, de rachat d'encours peut-être. Du coup, ça serait plus une problématique de classification, mais... Ouais, sûrement, il doit y avoir en tout cas, déjà le premier truc pour répondre clairement à la question, mathématiquement ça se ferait sans problème. Voilà. Après, est-ce que ce serait pertinent opérationnellement? Faudrait voir si ça répond vraiment à une problématique d'assureur. Je sais pas ce que tu en penses. Après, on pourrait penser aussi, est-ce qu'on de faire d'abord un premier modèle rachat par rachat, et après faire un deuxième modèle par derrière, le pourcentage de rachat. Donc ça viendrait un peu complexifier, mais derrière, sur l'idée de faire une mesure de perte bien spécifique, bah, si on revient là, ici, là on voit que les capitaux sous risque ne bougent pas. On pourrait penser aussi à faire bouger ce capital sous risque et donc faire rentrer le pourcentage de rachat, sachant qu'il y a eu rachat, quel est le pourcentage du capital, et donc on pourrait le réintégrer là-dedans. Et donc l'idée principale de réintégrer vraiment dans la fonction de perte, ça je pense qu'on pourrait le modéliser. D'accord. Et vous êtes situé sur quel historique? C'était sur une seule année et vous avez dit est-ce qu'il a racheté ou non sur cette année-là ou sur plusieurs années du coup Toi, tu avais un historique de 12 ans, c'est ça? Sur une période de 12 ans, une fenêtre, tu regardes s'il y a eu rachat ou pas. Et moi, c'était sur un peu plus de 20 ans. D'accord. Donc c'est sur ces 20 ans, est-ce qu'il a racheté ou non? Voilà, 20 ans au maximum, bien sûr. Il y a des assurés qui sont arrivés après le début de la période d'observation. Ok. Mais ça peut aller jusqu'à un peu plus de 20 ans. Ouais. Et au niveau des données longitudinales, du coup, la solution, ça serait quoi? Ça serait de créer des nouvelles variables. Est-ce qu'il a racheté sur les 3 dernières années ou des choses comme ça? Ou ça serait... C'est quoi les solutions? Alors pour ce qui est des données longitudinales, en plus d'avoir une valeur cible, qui serait une variable cible qui serait longitudinale, donc typiquement à la fin de l'année 1, il n'a pas racheté ses 0, à la fin de l'année 2, il n'a pas racheté ses 0, puis après ça devient 1 un jour. En fait, ce qui est intéressant avec les données longitudinales, c'est d'avoir des variables explicatives qui sont longitudinales. Typiquement, on peut avoir un encours en année 1, en année 2, en année 3, en année 4, ça fait une trajectoire. Voilà. Mais on peut aussi avoir pourcentage de rachat partiel qui peut-être évolue en fonction du temps. Enfin, c'est pris dans l'encours, mais peut-être qu'on veut faire le focus sur ça. On peut avoir des variables externes qui peuvent être des variables longitudinales, donc par exemple des taux. Et du coup, j'ai oublié votre question. C'était justement ça, de savoir comment on pouvait les prendre en compte dans le modèle Okay. et quelles seraient les solutions. Après, pour être précis sur comment, alors je ne vais pas dire comment les modèles les prennent en compte, mais il existe des modèles qui les prennent en compte. Par exemple, il y a des extensions du modèle de Cox, notamment si vous codez sur R, il y a un package qui s'appelle TimeReg qui permet de faire des régressions avec un modèle de Cox qui prend en compte le temps. Et sinon, si vous êtes plutôt sur des modèles de machine learning, il y a peu de modèles par arbre qui le font bien, mais il y a un modèle qui s'appelle LTRC, c'est pareil, un package R, LTRC Trees, qui est un modèle d'arbre de survie qui permet de prendre en compte les données longitudinales. Et après, bien sûr, les réseaux de neurones le font aussi. Merci. Merci à vous. Juste une dernière question pour rebondir sur la formule. Est-ce que vous avez testé un petit peu la robustesse du critère et de l'output en fonction du delta et du gamma, qui sont, comme vous le mentionnez en conclusion, difficiles à quantifier, qui sont certainement aussi dépendants de la taille de l'assuré que vous targetez. Voilà, enfin... Du coup, est-ce qu'on a un peu des idées, si ça bouge beaucoup, si on se trompe un peu sur ces paramètres-là? Alors ça, on a fait un peu de... On a fait des tests de variabilité en changeant un petit peu à chaque fois et pour montrer que si on change les profitabilités ou tout ça, comme c'est un peu ce qu'a montré Mathias aussi, c'est que le modèle fonctionne toujours. Mais je pense que la vraie question, c'est plutôt, est-ce qu'on suppose un gamma et que c'est un autre gamma? Et ça, on a pensé à le faire, on ne l'a pas encore fait. Mais dans les next steps, c'est vraiment de se placer dans un contexte
si on se trompe beaucoup sur le gamma ou sur le delta, enfin sur le delta on ne peut pas se tromper, évidemment c'est l'assureur qui l'offre, mais si on se trompe sur le gamma, à quel point, si on apprend sur une mauvaise base de données, si on met une mauvaise fonction de perte, à quel point ça peut être différent. Intuitivement, en fait, ça pourrait être dangereux puisque si on optimise quelque chose et à la fin, c'est pas du tout la même chose, en fait, ça pourrait être même contre-productif par rapport au modèle de classification binaire. Mais ça, pour l'instant, on l'a pas encore testé. Ça reste à faire. Et puis après, ça peut peut-être aider à donner des inputs sur justement quel delta, entre guillemets, optimal. Exactement. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir sur les surfaces. Donc là, par exemple, pour les deux premières, ça doit être le retention gain, donc le gain pour l'assureur en fonction de gamma et delta, justement. Donc là, il faut imaginer que sur ces surfaces, en fait, il y a tout un tas de la surface qui sert à rien, puisque c'est qui sont des stratégies irréalistes, des gamma et des delta qui vont pas bien ensemble. Donc il faudrait imaginer en fait que l'univers des stratégies réalistes, c'est uniquement une bande sur cette surface-là. Et après, une fois qu'on sait où on est sur la surface, on pourrait peut-être optimiser en changeant légèrement quelque chose où est-ce qu'on peut aller. Mais ce qui est très difficile avec gamma, c'est le paramètre en fait le plus difficile parce qu'il dépend de beaucoup de choses, notamment il dépend de l'effort commercial, il dépend parce que c'est au final un commercial qui va proposer l'offre incitative, donc plus il est convaincant, plus il sera accepté ou pas, quoi. Et du coup, ce serait le paramètre sur lequel il y a sans doute. Et puis il n'y a pas un gamma pour tous, quoi. Enfin, le gamma, il est assez hétérogène, quoi, a priori. Oui, exactement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ah oui, par contre, ça peut être intéressant, ce genre de modèle, pour regarder des campagnes de rétention qui ont déjà existé. Donc on regarde une campagne de rétention qui a existé et on regarde, ça fait un outil de mesure pour mesurer combien elle a généré de gains au long terme, quoi. Et sur une campagne de rétention qui a existé, on connaît le gamma. On a pu observer qu'elle a été acceptée dans 10% des cas, 20% des cas, je ne sais pas. Mais c'est plus on regarde dans le passé et c'est pas du prospectif, quoi. Oui. Justement, est-ce que vous avez essayé dans des modèles de SCR pour voir l'impact en capitaux que ça pourrait apporter aux assureurs? Parce qu'on voit bien le gain que vous cherchez à apporter pour un assureur, spot, de rentabilité, mais est-ce que vous avez aussi regardé sur les capitaux futurs en norme S2? Est-ce que ça a un impact et à combien vous l'estimez? Alors pour moi, la réponse, elle est hyper simple. Non, pour moi. Je n'ai pas regardé ça. Je ne sais pas si tu as regardé. Moi, j'étais sur un portefeuille taïwanais, donc S2, ils n'ont pas. Donc encore plus simple, je ne pouvais pas. Et surtout, la compagnie avait été absorbée par une autre compagnie, donc on n'avait pas pu le faire. On ne s'est pas forcément intéressé à cette partie capitaux dans nos études. Là, ça devient de la recherche très très opérationnelle du coup et moins académique, j'imagine. Donc ça va être des sujets peut-être qui, peut-être toi te touchent dans ton travail, mais moi du coup va moins me toucher. Oui, et puis là en fait, là on vous présente des recherches qui viennent de un papier chacun. Un papier, c'est quand même assez court, donc on n'a pas eu le temps de tout développer. C'est de voir de A à Z, mais c'est sûr que c'est une bonne idée. Là, on s'est focalisé sur le résultat aujourd'hui, mais de voir aussi ce que ça vaut en SCR, c'est évidemment une très bonne piste pour la suite et de pouvoir, en termes de gestion de risque global de l'entreprise, que ça peut avoir. Merci pour vos questions. S'il n'y en a pas d'autres, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous.